Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale qui parle de la participation de la femme dans le développement du Tchad. Nous avons 4 invités avec nous ce matin et un rappel, il faut savoir qu'en termes de promotion de la femme, le Tchad a adopté la déclaration de politique d'intégration de la femme au développement qui est adoptée depuis 1995 et qui peut être aussi considérée comme un test fondamental de promotion de la femme. Et pour en discuter ce matin, les femmes, elles sont là, bien installées. Et donc, je commence par ma droite où nous avons Madame Mariam Dime-Ibet. Bonjour et bienvenue, Madame. Bonjour. Vous allez très bien? Oui. Vous êtes la présidente d'une association qui est le réseau des femmes élues locales d'Afrique Session du Tchad. Et à la fois, vous êtes aussi au CNT. Conseillère nationale. Conseillère nationale au CNT. Oui. Ça va, ça se passe très bien là-bas? Oui, oui, ça se passe très bien. On est en vacances parlementaires, nous reprenons le 1er septembre. D'accord, donc on profite de vos moments de repos donc pour vous avoir ici. Comme ça, vous allez parler un peu aux téléspectateurs qui attendent beaucoup de vous d'ailleurs. Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, juste aussi à côté de Madame Dime-Ibet, nous avons aussi Madame Mariam Ourdi, qui est une enseignante à la retraite. On va applaudir quand même pour cette enseignante. Bienvenue, ça fait plaisir. Hein? Merci beaucoup. On était tous contents de vous voir là, parce Merci. que ça nous rappelle nos années passées. Oui. Et comme on dit, on est toujours reconnaissant. Merci beaucoup. Et donc, On a tout donné. merci à tout donner, exactement, pour compléter. Et donc, vous êtes la chargée de communication adjointe du réseau des femmes africaines ministres parlementaires du Tchad. Bienvenue. C'est bien. Merci beaucoup, ma fille. Voilà. Et donc, à ma gauche, c'est la rencontre, hein. C'est une réunion des Mariam ce matin. Donc, nous avons aussi Madame Mariam Ali Moussa, qui est la deuxième vice-présidente du CONAF, enseignante, chercheur à l'université de N'Djamena. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Excellent, merci. Alors, nous avons l'honneur d'avoir un seul homme parmi nous ce matin. Je me dis que c'est le plus heureux des hommes. Donc, c'est le EGA du ministère du genre et de la solidarité nationale, Chérif Alati, également, qui est avec nous ici. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Au plaisir. Hein. Vous allez bien? Oui, je vais Ça fait bien. quoi de vous retrouver seul parmi les femmes? Bon, je peux juste dire que c'est le destin et Oui. je suis fier aussi de servir les mamans, les sœurs et nos femmes. D'accord. Et c'est vraiment important pour moi et pour ça je dis c'est le destin. Donc voilà, j'ai pas autre chose à dire. Vous avez choisi, vous, d'accompagner les femmes? Oui, bon, peut-être que c'est eux qui m'ont choisi de les accompagner. Donc, Tant mieux si elles vous ont choisi. merci. Alors, Il faut se dire hein, qu'on ne s'est pas choisi. Nous-mêmes, c'est le hasard qui a voulu c'est le hasard. que nous nous retrouvions toutes trois Mariam. Ouais. Et sinon, nous appartenons toutes à des corporations différentes. C'est vrai quand Et même. c'est chaque corporation qui a désigné Oui. un membre et qui a désigné effectivement une Mariam. Maria. Et qui a su désigner aussi les mariables. Donc voilà. Donc on va entrer dans le vif du sujet. C'est d'abord, on veut situer quelle est la place d'abord de la femme dans la société tchadienne. Je commence par Madame Ibet. Oui, merci beaucoup de nous inviter pour parler un peu de la place de la femme dans la société tchadienne. La femme tchadienne a une place de choix au niveau de la société tchadienne. Ça, je l'ai dit bien avant. Et peut-être que nous nous heurtons au poids de la tradition. Bien sûr. Sinon, la femme a sa place depuis l'Antiquité. Et le problème de l'implication et de la promotion de la femme n'est pas seulement une problématique au niveau national, mais c'est une problématique au niveau mondial. Donc, c'est au niveau mondial, le monde est en train de chercher la place de la femme, l'implication de la femme dans la société. Et donc, au niveau du Tchad, nous ne sommes pas les dernières. Nous avons une place de choix au niveau de la société tchadienne. Merci. D'accord. On va aussi à Madame Mariam Oudi. Hein. Vous, en tant qu'enseignante, est-ce que... Bon, je vais revenir un peu à vos années d'enseignement. Vous avez l'impression que la femme, elle a sa place vraiment qu'elle mérite? Bon, je voudrais dire que c'est vrai qu'à un moment donné, peu de femmes ont bénéficié de l'éducation intellectuelle dont on en parle. Et j'ai passé 5 ans pour la promotion de la scolarisation des filles. Il fallait faire tous les villages, expliquer aux mères que vraiment c'est une nécessité d'envoyer la fille à l'école. Ouais. Ce n'était pas œuvre facile, parce que souvent, bon,
la fille, c'est elle qui aide sa maman pour tous les travaux. Donc le poids de la femme se repose encore sur la fille. Mais j'avoue qu'il y a eu beaucoup de changements. Oui. Aujourd'hui, quand on voit les résultats du bac 2023, je suis très heureuse. Et je me dis, en tout cas, on va aller de l'avant. Oui. Ça commence très bien. On l'est tous, hein. Et donc à ma gauche, toujours, nous avons encore un Mariam ce matin, donc Madame Aria Moussa. Vous, comment vous interprétez cette situation de la femme au niveau tchadien? Au niveau tchadien. Au fait, moi je situe la situation de la femme à différentes périodes. Je pense qu'à l'époque de nos grands-mamans et de nos mamans, comme l'a si bien dit la grande sœur Mariam Ourdi, les femmes n'étaient pas scolarisées. Mais elle occupait une grande place dans la vie des hommes, dans la vie de la société. Elles ont leur mot à dire. Et le fameux arbre à palabre africain, ça existait aussi au Tchad. Les hommes, pendant la journée, ils discutaient, ils faisaient face à des problèmes, à des défis, mais ils ne prenaient jamais de décision. Ils disent, la nuit porte conseil. Et cette nuit qui porte conseil, là, c'est les femmes. Et cette femme, c'est la maman de l'homme, c'est son épouse, c'est la grande sœur de l'homme. Donc, ils requièrent la nuit la vie des femmes, et le matin, ils viennent sous l'arbre à palabre pour prendre les décisions, et la vie des femmes est bien représentée. Donc, je peux dire que la femme, elle n'était pas publique, mais son avis, son opinion sur les questions sociétales, sur les questions familiales, et même en cas de guerre ou de bataille, est pris en compte par les hommes. Bien sûr. Les choses ont évolué. Nous, on a eu la chance de venir à l'école. On a appris une autre façon de s'affirmer. On est devenu public. Notre point de vue a été public. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Parce que l'homme, il accepte que la femme, la nuit ou le soir, lui donne des avis et qu'il vienne s'affirmer en tant qu'homme. Mais quand nous, on leur fait face, on leur dit, voilà mon point de vue, c'est un peu difficile à avaler. Ça a évolué aujourd'hui, comme les deux autres sœurs ont dit. Les hommes, maintenant, commencent à plus en plus de nous accepter, commencent de plus en plus à savoir que nous aussi, on a notre mot à dire et on contribue aussi énormément au développement de notre cité. Mais le problème, c'est que tout le poids, les charges familiales reposent sur la femme. Déjà, vous voyez dans les familles, les petites filles, quand vous êtes l'aînée ou bien vous êtes la plus âgée, c'est vous qui transportez même les garçons sur votre dos. Des fois, des petites filles qui ont l'enfant sur le dos, leur petit frère ou leur petite sœur, elles vont puiser de l'eau, elles vont chercher du bois, elle est dans la cuisine. Quand quelqu'un est malade, c'est la femme qui s'en occupe. Même si c'est un homme, c'est les femmes qui sont occupées. Donc les femmes ont tellement de charges à la maison que ça les empêche de voir ailleurs. Et aujourd'hui, nous, heureusement, on a eu cette occasion d'étudier. Et l'occasion aussi que nos gouvernements, l'État nous a donné de nous affirmer, de nous utiliser au même titre que l'homme. La femme tchadienne, on n'a jamais eu de problème de différence de salaire avec les hommes. À égal poste, on a les mêmes salaires. À égale formation, on a le même salaire. Alors que même dans les pays occidentaux, ils ont pris assez de temps pour reconnaître à cette femme l'égalité de salaire. Donc moi, je pense qu'il y a toujours des avancées à faire. Il y a toujours des points à améliorer. Mais quand même, on avance quand même lentement, mais sûrement et de la bonne manière. D'accord. Monsieur Chérif, je pense que Mme Mariam a sorti un point que moi j'ai retenu, je ne sais pas si vous l'avez retenu. Elle a d'abord prononcé le mot problème. Elle dit ça a commencé le problème à ce niveau où la femme a voulu elle-même s'affirmer. Parce qu'avant, on était plus gentil quand vous donnez des conseils, on va dire de manière très discrète. Mais là, on nous dit, nous, on se dit, on est capable de dire ces choses en face de 1000 personnes. Est-ce que vous convenez avec elle ou vous trouvez que la situation de la femme d'antan était meilleure que celle d'aujourd'hui? Je pense que ce que Excellence a dit, c'est une réalité. Ça, on ne peut pas le cacher. Ça, tout le monde le sait. Parce qu'on dit souvent, derrière le grand homme, il y a toujours une femme quelque part. Les conseils de femmes, de mamans, ça a été toujours... Parce qu'elle voit tout. Et elle est partout. Donc, sur la base de ça, elle a toujours été le couloir de transmission de la société. La femme a toujours joué un rôle. Mais comme on le sait tous, c'est les pesanteurs socio-culturels qui sont là, ce que la maman dit. Mais disons que nous évoluons progressivement.
Et si on prend la situation de la femme tchadienne des années 60 et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il y a eu beaucoup d'avancées et le gouvernement aussi s'est investi. Du moment où aujourd'hui au Tchad, nous avons la politique nationale aussi, du genre qui est là en place. Et dans cette politique, la femme a droit à tout. Sauf que maintenant, on commence progressivement à mettre des stratégies pour chaque point. Parce qu'on a commencé avec les violences, parce qu'il y a trop de violences faites aux femmes. Donc il y a une stratégie qui a été mise en place. Et il y a aussi la question de la pauvreté et de la vulnérabilité. Et je vais rejoindre ma joie aux autres pour dire que la femme est au centre de toutes les décisions. Donc ce qui fait que malgré quelques esprits négatifs, nous avançons du côté gouvernement. Et comme aujourd'hui vous voyez autour du table, aujourd'hui les femmes gagnent le même salaire que les hommes. C'est une question d'interprétation, parce que les gens interprètent autrement, ce qui amène souvent des difficultés. Mais sinon aujourd'hui, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes militaires, il y a des femmes ministres, il y a des femmes parlementaires. Bon, à l'époque, si on essaie de voir le profil, il n'y en avait pas. Donc c'est juste pour vous dire que je partage le point de vue. Quel que soit alpha, l'homme, la femme est toujours à côté et elle a toujours son mot à dire. C'est bien que vous soyez sur ce plateau en tant que secrétaire général adjoint du ministère, vraiment qui concerne toutes ces femmes qui sont là aujourd'hui et qui représentent celles qui nous regardent aussi à travers leur écran. Qu'est-ce que votre ministère fait en faveur de ces femmes? Merci de cette question si cruciale et importante, et surtout à nous de répondre à qui de droit. Je pense que le ministère, nous travaillons auprès de ces femmes, et comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons des instruments que le gouvernement a ratifiés sur le plan international, c'est-à-dire des textes supranationaux et des textes nationaux qui donnent droit à la femme. Donc, sur ces bases, au niveau du ministère, comme je viens de vous expliquer, qu'on a la politique nationale du genre. Et de cette politique, nous avons plusieurs stratégies qui concernent la femme. Et actuellement, au niveau du ministère, nous avons mis en place avec le PNUD, le Programme national d'autonomisation économique et sociale de la femme, parce que nous avons longuement réfléchi. Le problème, c'était le problème de la pauvreté. Et la femme représente plus de 52% de la population. Et nous avons remarqué aussi que 80% du secteur informel est détenu par les femmes. Donc il était important et nécessaire et judicieux de mettre ces programmes en place. Nous avons pris que 4 provinces comme projet pilote. Nous avons démarré et aujourd'hui ces projets commencent à porter fruit. Pourquoi? Parce que nous avons renforcé les capacités des femmes. Nous avons formé aussi les femmes en matière des activités génératrices de revenus. Ce qui manquait, c'était le renforcement du pouvoir économique de ces femmes. C'est-à-dire les accompagner avec des ressources financières, avec quelques kits qui vont leur permettre de transformer et conserver leurs produits. Donc ça, c'est au niveau de l'autonomisation de la femme. Et au niveau des instances de prise de décision, comme vous le savez, aujourd'hui, les femmes réclament la parité et le quota de 30%. Et nous nous réjouissons de la décision du gouvernement et surtout celui du président de la transition, président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, pour accepter qu'au niveau de l'Assemblée, aujourd'hui, on est à 33%. Et nous ne dormons pas, et surtout les femmes aussi ne dorment pas. On essaie de voir au niveau des élus locaux, il y a des défis. Madame Labelle, peut-être, elle va donner des informations plus que ça. Donc, et de l'autre côté, le ministère aussi travaille dans le cadre de la stratégie nationale de violence basée sur le genre. Parce que le Tchad est au milieu et il y a beaucoup d'États qui sont en conflit. Et là où il y a des conflits, la femme souffre. Donc, cette souffrance, nous essayons de voir surtout les côtés violence. Donc, il y a une base de données qui a été mise en place pour voir un peu la cartographie sur l'ensemble du territoire, où sont les zones où il y a plus de violence. Donc, Madame la ministre a mis en place une coordination nationale de la lutte contre le VBG. Et actuellement, au niveau des provinces, il y a des comités provinciaux qui vont être mis en place. Et vous l'avez constaté qu'aujourd'hui, à N'Djamena, aussi, il y a beaucoup de cas de violence. Donc nous poursuivons aussi ceux qui commettent ces crimes envers ces femmes. Et actuellement, il y a des centres intégrés multisectoriels qui sont mis en place dans les hôpitaux, à part pour recevoir ces femmes, pour les écouter, pour les assister psychologiquement.
Et nous avons aussi la question de handicap aussi. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vivent avec handicap, qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller étudier, pour aller au marché. Donc nous avons mis en place un programme national d'inclusion des personnes vivant avec handicap. Et là aussi, il y a des femmes que nous formons et accompagnons. Et nous avons aussi la question des femmes veuves. Comme vous le savez, au Tchad, nous avons beaucoup de femmes veuves. Et ces femmes aussi souffrent parce que souvent, ils n'ont pas de moyens pour subvenir à leurs besoins avec les orphelins, avec leurs familles. Et actuellement, nous avons un contact permanent avec ces femmes et vous les suivez avec nous dans les télés. Avec eux aussi, nous avons mis un programme qui va démarrer dans bientôt. C'est un programme d'autonomisation de ces femmes. Parce que souvent, vous trouvez une famille nombreuse, mais ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Donc, juste pour résumer tout ce que je voudrais dire, le ministère, matin, midi, soir, nous sommes disposés à accompagner ces femmes. Et il y a un point important que je voudrais soulever ici. Les femmes, il faut qu'ils commencent à consulter les centres sociaux. Nous sommes dans le cadre de la redynamisation et nous avons lancé, Madame la ministre a lancé un vaste programme de réforme. Récemment, vous avez vu. Donc, dans ces centres, nous accueillons tout le monde. Beaucoup de femmes vivent avec des stress. Nous avons beaucoup de personnes qui vivent avec vulnérabilité. Nous avons les personnes âgées, les personnes vivant avec VIH. Donc, juste pour vous dire que nous travaillons avec les femmes, malgré qu'il y a beaucoup de défis qui sont là. Et surtout aussi, conformément aux résolutions et recommandations du dialogue aussi au niveau du ministère, nous avons beaucoup avancé. Nous avons vraiment beaucoup avancé. On est à 65% actuellement de tout ce qui a été décidé par le peuple. Donc je vais donner plus de détails, je ne vais pas monopoliser la parole. Comme ça, je reviendrai. Justement. Madame veut réagir, oui. Parce que les organisations que nous représentons ici sont sous tutelle de ces ministères-là. Oui. Et à cet effet, par exemple, le REFAM, la présidente, c'est le ministre du genre qui est la présidente. Donc nous travaillons vraiment en étroite collaboration. Et pour un peu revenir au dernier mot qu'il a dit par rapport au dialogue, le ministre avait mis en place un comité, une coordination qui était chargée de mobiliser les femmes pour une participation effective au dialogue. Et ça a été fait si les femmes avaient un quartier général, un QG, où elles pouvaient se brasser et dire ce qu'elles pensent. Et souvent, on fait une évaluation. Qu'est-ce que les femmes là ont dit et qu'est-ce qu'elles n'ont pas bien dit. Et on fait des rectifications par rapport à... Pendant tout le temps du dialogue, les femmes se retrouvaient au QG pour évaluer un peu l'avancement des choses. Et ça, c'est vraiment grâce au ministre du genre qui avait eu cette initiative de créer une coordination qui a eu à travailler de long en large. Et la mission, ce n'est pas seulement de s'arrêter au dialogue, mais pendant et après les dialogues, pendant la transition, après la transition, pour que la femme soit effectivement dans le processus. Voilà ce que je voulais un peu ajouter. C'est un bon témoignage, Jean. De toute façon, ça veut dire que la femme ne s'est pas sentie lésée lors de ce dialogue. Non. Vous avez eu votre place naturellement. Et est-ce que vous voyez emporter? Nous voyons emporter des simples faits. Par exemple, que le résultat palpable qu'on a eu, c'était avec la création du CNT. Il y a beaucoup de femmes qui sont membres du CNT. Et c'est vraiment grâce à cette voie-là. Parce que dès l'ouverture du dialogue, on avait un porte-parole qui a parlé et qui a donné un peu quelles sont les recommandations que les femmes voulaient que ça soit entendu pendant le dialogue. Donc ça a porté. Et les femmes avaient beaucoup intervenu dans les commissions. Elles sont présidentes, rapporteurs. Elles étaient vraiment actives dans tous les domaines. Je voudrais, si vous me permettez, je voudrais juste ajouter que par rapport au dialogue, un mécanisme de participation des femmes a été mis en place. Et ce mécanisme a été une réussite qui a été saluée aussi par les partenaires techniques et financiers, d'où nous avons, les femmes rurales aussi avaient pris part. Donc c'est juste pour vous dire que je rejoins ma joie à elle pour dire que vraiment, les femmes ont participé au dialogue. Et après le dialogue aussi, il y a eu beaucoup d'avancées. Donc le dialogue, je pense que ça a permis aux femmes tchadiennes de s'affirmer et surtout de réclamer de leurs droits. Et après le dialogue, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de vous expliquer un peu en détail. D'accord. Madame Ibette, vous avez voulu parler? Oui, par rapport à ce qu'a dit le secrétaire général du ministère du Genre,
Le gouvernement a pris des textes, il a ratifié certains textes, il a pris des décrets d'application, mais jusqu'à là, nous déplorons leur applicabilité dans tous leurs termes. Je prends l'exemple de la loi 22 de 2018 qui institue un quota d'au moins 30%. Et c'est cette loi-là qui a ratifié l'ordonnance 12 qui institue la parité dans les fonctions électives et nominatives. Et donc, ce n'est pas seulement le ministère du genre qui doit l'appliquer, ça c'est un texte transversal et qui doit être appliqué par tous les départements, par tous les secteurs. Nous avons dit 30% dans les fonctions électives et nominatives. Et donc, même les 30%, on a des peines à atteindre même ce quota. Donc nous déplorons jusqu'aujourd'hui l'applicabilité de ces textes. Et ce n'est pas seulement ce texte, il y a bien d'autres textes. Vous avez parlé des textes qui sont pris pour la lutte contre le VBG. Nous avons aussi la recommandation de la résolution des Nations Unies, la 1325. Est-ce que les femmes sont impliquées dans la résolution des conflits? Donc il y a tous ces textes-là qui souffrent d'applicabilité. Donc nous déplorons cela. Mais il y a des avancées, comme vous l'avez dit, il y a des avancées. Et je vais un peu revenir en arrière. Après le décès du maréchal, nous sommes tombés dans une période très sensible, qui est la période de transition. Et donc, ce n'est pas seulement le ministère de l'Action sociale. Entre-temps, c'était le ministère de la Famille. Donc, le ministère de l'Action sociale n'est pas resté seul. Les organisations féminines, chacune dans son secteur, a pu faire quelque chose. Les organisations ont organisé des ateliers, des séminaires, des symposiums pour voir comment est-ce que la femme peut être impliquée pendant cette période de transition. Parce que le président de transition, entre-temps le président du Conseil militaire de transition, il avait promis d'organiser un dialogue national inclusif. Et nous nous sommes dit que tant que nous ne nous préparons pas, nous n'allons pas être nombreuses dans ce dialogue-là. Et c'est comme ça que les femmes, chacune a préparé, chacune des organisations a reformulé des recommandations, des résolutions, mais nous tirons chapeau à la ministre de la Femme. Quand elle a vu que toutes les femmes allaient dans tous les sens pour chercher les informations, pour être impliquées dans les différents processus, elle nous a appelées toutes pour dire que mettons ensemble nos recommandations et résolutions. Et qui va être chapeautée par le ministère de la Femme. Et c'est comme ça que toutes les organisations féminines, les fêtières, les petites associations, on s'est mis ensemble pour organiser un atelier à la veille du dialogue national inclusif et souverain, et on avait des positions communes. Vous savez, les organisations, en dehors de la société civile, nous appartenons à des partis politiques. Moi, j'appartiens à un parti de l'opposition, l'autre appartient à un parti au pouvoir, entre-temps, et des alliés, mais nous nous sommes tous retrouvés ensemble sur une position commune. On voyait la volonté déjà des femmes. La volonté des femmes à aller ensemble. Oui. Et donc, c'est comme ça que ça a débouché sur la mise en place d'un mécanisme de coordination de la participation de la femme. Et dès qu'au niveau du CODNI, le comité d'organisation du dialogue national inclusif et souverain, dès que le CODNI nous a donné le quota de 70 femmes, 70 pour les organisations féminines, pour la participation au dialogue. Donc on s'est mis ensemble pour dire les 70, comment les répartir équitablement, égalitairement. Et on a pu donner à chaque organisation la part qui lui revient. Et nous ne sommes pas contactés seulement de ces 70 places. Nous avons mis des stratégies avec le ministère de la Femme pour que dans les autres corporations, les 30% des femmes soient là. Nous avons donné un quota aux jeunes, on a dit aux jeunes, hey, il ne faut pas oublier les 30%. Nous n'allons pas nous contenter seulement des 70. On est allé vers les partis politiques pour dire, les partis politiques, n'oubliez pas le quota de 30%. Oh, les chefs traditionnels, bien que nous n'avons pas de femmes chefs traditionnels, mais on a aussi alerté. Vous souhaiterez avoir des femmes traditionnelles? Nous avons alerté toutes les organisations. Vous les souhaitez? Toutes les corporations, et on a eu un nombre important de femmes au dialogue national inclusif et souverain. Et comme l'on dit tout à l'heure, Mme Mariam Ourdé avec le EG du ministère, pendant
le dialogue, la stratégie qui est montée par les femmes, c'est que la position commune, nous l'avons écrit à toutes les femmes. Quand Mariam se lève, elle dit nous voulons que la loi 22 soit appliquée dans tous ces thèmes. L'autre, oui, nous voulons ceci. Nous voulons que la solidarité revienne aux mamans, c'est-à-dire le ministère des genres. Et on a pu passer toutes ces recommandations. C'était une très belle action. Maintenant, en écoutant le secrétaire général dire que les recommandations sont exécutées à plus de 60%, ça nous reconforte. C'est que c'est exécuté. Donc, et même le gouvernement au niveau du HCP, le Haut Comité de pilotage, ils sont en train de faire une évaluation. C'est un Haut Comité de pilotage chargé de suivi et évaluation des recommandations et résolutions du dialogue. Donc, ce Haut Comité est en train de travailler. Donc, peut-être qu'il est le point focal et il sait exactement à quel pourcent le ministère a pu mettre en œuvre les recommandations qui les concernent. Donc, voilà, il y a un organe qui est là, qui est en train d'évaluer la mise en œuvre des résolutions et recommandations. Il m'a doigté en tant que présidente du réseau des élus locaux. Qu'est-ce qui nous a poussé à créer le réseau? Vous savez, notre réseau des élus locaux est un réseau très jeune, créé en 2020. Pourquoi nous l'avons créé? Parce que les élections locales de 2012 ont eu lieu dans 42 communes de notre pays. Dans 42 communes. Dans les 42 communes, nous avons un total de plus de 900 élus locaux. Et sur les 900, nous ne sommes que 133. Donc, c'est une bagatelle de 14%. Donc, nous sommes loin du quota de 30% qui nous est donné par les textes en vigueur. Et donc, nous avons créé ce réseau pour qu'aux prochaines élections, nous allons dépasser le 30%. Nous allons dépasser les 30%, mais pas en croisant les bras. Ce n'est pas le ministère qui va nous le faire. Nous allons agir. Nous allons demander. Nous allons réclamer. Nous allons tout faire pour qu'aux prochaines élections, les femmes soient à un pourcentage vraiment... vous avez parlé tout à l'heure de CNT. Le CNT, c'est une nomination. Donc c'est une nomination et nous voulons qu'à la prochaine assemblée, les femmes s'affirment, qu'elles soient élues par leur base. Mais pour être élu, il faut que tu sois sur la liste du parti politique. Et donc notre sensibilisation va à l'endroit des partis politiques. Parce que c'est les partis politiques qui présentent les listes électorales. Oui, bien sûr. Et tant que le chef de parti ne te met pas sur la liste, tu ne peux pas passer. Donc, nous allons réclamer une liste qui ne comporte pas les 30%, ne passera pas. Nous allons utiliser les actes pris par l'État pour aller tout droit. Tout à fait. Merci. On voit que les femmes sont décidées. Hein. Juste, Monsieur Chérif, vous permettez, laissez madame s'exprimer et puis on revient avant. Ok, merci. Moi, je voulais profiter de cette tribune-là pour rendre hommage à toutes les femmes pour avoir commencé la lutte très tôt. Il faut que nos filles tchadiennes sachent que ce qu'elles ont trouvé sur un plateau d'argent ou un plateau d'or n'est pas gagné comme ça, comme mes autres sœurs l'ont dit. C'est une lutte de longue date. Ça a commencé depuis les indépendances du Tchad. Donc, je voulais rendre hommage à ces braves dames. Pour celles qui ne sont pas là, paix à leur âme. Pour celles qui sont encore en vie, je leur souhaite longue vie et meilleure vie pour continuer à nous accompagner par leurs idées. Au fait, la lutte des femmes tchadiennes a donné beaucoup de résultats positifs, comme les uns et les autres ont dit. Le gouvernement, il est chargé de définir la politique générale en matière de la question de la femme. Le ministère de la femme est le maître d'ouvrage. Mais les organes d'exécution sont nous, les femmes, nous-mêmes, comme vient de le dire Mariam Dimeybed, à travers nos corporations. Par exemple, le CONAF a été créé, c'est un organe qui a fait beaucoup avancer la cause des femmes, dont l'ordonnance 12 qui a été approuvée par l'Assemblée par la loi 22, où toutes les femmes ont contribué à travers le CONAF pour qu'on arrive à ce que cette volonté qui a été exprimée depuis longtemps soit matérialisée en acte, qui est une loi. Et ce qui est dommage, c'est que cette loi n'est pas encore appliquée. La loi dit c'est au moins 30%. Donc on peut aller jusqu'à 50-60%. Le maréchal Idriss Déby, paix à son âme,
il s'est vraiment engagé dans ce sens pour faire respecter cette loi. Et en devoir de mémoire, nous qui sommes là, hommes ou femmes, en devoir de mémoire envers ce grand homme qu'est le maréchal Édouard Bitno, on doit appliquer où qu'on soit, en tant que femme, en tant qu'homme, appliquer cette loi-là. Parce que le problème, ce n'est pas seulement les hommes. Il y a des femmes qui sont responsables quelque part, mais qui n'appliquent pas cette loi. Donc je lance un appel à mes sœurs, à mes filles qui sont responsabilisées, de commencer à appliquer cette loi-là. Personne ne va vous dire pourquoi vous avez appliqué la loi. La loi, elle est la loi. Elle doit être appliquée. Donc ne vous gênez pas. Et vous n'avez pas de raison de ne pas appliquer cette loi parce qu'il y en a qui disent oui, on n'a pas trouvé le profil. Les associations féminines aujourd'hui, au niveau du CONAF, au niveau de la CELIAF, on a une banque de données des femmes avec leurs profils de toutes les régions du Tchad. Si vous voulez une femme, adressez-vous à ces organisations-là qui ont une banque de données de femmes qui peuvent mettre à votre disposition. Le ministère de la fonction publique, c'est une mine d'informations aussi sur les ressources humaines. Il y a des gens qui sont déjà intégrés, des femmes, mais qui ne sont pas à la bonne place. Il y a d'autres qui sont en attente d'intégration. S'il vous plaît, hommes ou femmes, commencez à chercher les informations au niveau de ces instances-là, la fonction publique, les associations féminines. Vous allez avoir l'information. Les filles, il y en a. Aujourd'hui, nos filles ont étudié. Elles ont des grands diplômes. Il y en a qui sont à la maison. Donc, vraiment, je lance cet appel-là pour que chacun fasse un peu de ce qu'il peut faire pour qu'on puisse faire appliquer la loi. Et aujourd'hui, je salue aussi certains hommes. On a les hommes engagés. Il y a les hommes engagés. Notre fils aussi, c'est un des hommes engagés qui travaille pour les femmes, pour nos filles, pour nos sœurs, pour faire aboutir. Parce que vous savez, moi, deux fois, je vois les hommes, quand un homme travaille, je vois des travaux pénibles quand je suis sur la route. Les hommes en pousse-pousse, sous 45 degrés. J'ai dit, mais cet argent-là, il est en train de l'amener à une femme qui est assise avec ses enfants. Je trouve que ces hommes, ils souffrent pour leur famille. Quand au niveau de l'État, au niveau individuellement, en tant que responsable... Non, un instant, laissez-moi venir. Laissez-moi venir. J'ai dit, cet homme, quand vous réglez le problème de sa femme et de ses enfants, mais vous réglez le problème de l'homme. Donc on sache, quand on fait un geste pour la femme, on touche directement l'homme. On touche la famille. C'est très important. Ce n'est pas pour dire que les hommes, quand ils ont l'argent, ils vont aller ailleurs. Mais c'est reconnu internationalement que quand vous donnez l'argent à la femme, ça va directement, même à 80% au foyer. Mais quand vous donnez à l'homme, ce n'est pas sûr que les 50% vont dans le foyer. Donc réglons le problème de la femme, on irait régler le problème de l'homme, le problème des enfants, et on irait régler le problème de la société et le problème de toute la nation. Donc moi je pense que personne ne peut se dire que je ne veux pas appliquer la loi, il n'a pas le droit. Et quand vous appliquez la loi, personne n'a le droit de vous dire pourquoi vous n'avez pas appliqué la loi. C'est la loi. Donc j'exhorte à tout Tchadien, toute Tchadienne, vraiment d'aller dans ce sens-là. Si on applique au moins, je ne dis pas 30%, je dis au moins 30% des femmes, vous aurez réglé le problème de toute la nation. Un bon message de fin, oui. Ce que ma sœur a dit, c'est vrai qu'il faut respecter la loi telle qu'elle est, mais il faut également insister pour qu'on nomme la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses parfois qui sont très aberrantes. C'est vrai, on met une femme quelque part, mais ce n'est pas le profil qu'il faut. Parce que c'est une femme, on dit, bon, on a déjà tel pourcentage de femmes. Mais en réalité... Il ne faut pas chercher forcément à remplir ce quota de 30%, mais voir peut-être la compétence. C'est très important parce qu'il y a des gens qui font exprès pour faire du remplissage, sachant que les femmes là, ne peuvent pas tenir, et après elles disent, ah, c'est les femmes. Parce que c'est une femme qui n'a pas fait, elles ne peuvent rien faire. Alors c'est pour ça que je parle de profil. Au niveau de certaines instances, comme j'ai dit, la fonction publique, les actions féminines, il y a des banques de données des femmes par profil. Donc prenez celles qui ont le profil et elles auraient sauvé le drapeau, tenir le drapeau des femmes. Mais comme vous le dites, si ils prennent seulement les femmes pour faire du remplissage, à raison ou à tort, c'est la femme qui perd. Vous avez voulu réagir, Moi, je voudrais juste dire que par rapport aux avancées, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette guerre-là, les femmes eux-mêmes, c'est-à-dire, comme elle l'a bel et bien souligné, c'est ensemble qu'ils doivent se mettre avec le ministère pour réclamer leurs droits. Maintenant, en parlant par rapport à la loi sur la parité,
sur les postes nominatifs et électifs. À l'Assemblée, bon, c'est nominatif, le 33%. Le ministère, au niveau sectoriel, a des points focaux, genre, qui sont là, qui ont des documents, qui sont outillés. Maintenant, ceux-là sont les croix de transmission entre le ministère et leur département. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, l'applicabilité, ça interpelle tout le monde. Tous les membres du gouvernement, les institutions, les entités autonomes, les établissements, économie mixte, je ne sais pas, tout ça, ça les concerne. Donc, au niveau du ministère, on n'arrête pas de vulgariser, de disséminer tous ces textes et d'interpeller. Donc, nous, notre pouvoir, ça s'arrête à ces niveaux. Maintenant, je profite de cette occasion pour dire que les organisations féminines, les départements ministériels, les institutions, ainsi de suite, à leur niveau, ils doivent mettre la pression pour que s'il y a des actes de nomination ou bien ainsi de suite, à leur niveau, ils doivent s'imposer avec notre répondant direct qui est le point focal. Donc, et souvent aussi, c'est l'information qui ne circule pas. Et je voudrais aussi dire que nous avons aujourd'hui au ministère plus de 1000 associations et groupements. Dans bientôt, nous allons un peu restructurer, harmoniser et unifier dans peu de temps. Il y a des associations féminines qui militent que pour les veuves et les orphelins. Il y a des associations qui sont là juste pour sensibiliser les femmes et communiquer sur des points importants. Il y a d'autres associations, comme Madame l'a dit, qui sont là, qui forment des femmes sur des domaines spécifiques, par exemple les élus locaux, des ateliers de formation et de sensibilisation, comment contribuer et participer dans la commune. Donc c'est juste pour vous dire que les femmes sont là et s'affirment. Mais maintenant, ce qui fait que les ressources qu'on affecte en ce qui concerne le genre, elles ne représentent pas beaucoup de choses. Donc c'est vrai, on va vouloir quelque chose quelque part, mais il faut avoir des ressources. Donc nous réfléchissons pour voir comment... C'est-à-dire les ressources financières, matérielles, tout ça. Vous n'avez pas les moyens d'accompagner ces femmes. D'où actuellement nous avons mis en place, sur l'instruction de Madame la ministre, le programme national d'autonomisation économique et sociale de la femme. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut chercher coûte que coûte à renforcer les capacités des femmes et renforcer les pouvoirs économiques de ces femmes. Et comme elle l'a dit, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas parties à l'école. Et il y a beaucoup de petites filles aussi qui ne partent pas à l'école. Donc il faut chercher à mettre un mécanisme en place pour répondre à ces défis qui est collectif. Il faut des ressources à côté. Donc nous remercions le président de la transition qui nous a alloué 2 milliards pour le programme national d'autonomisation et le PUNIT. Donc le projet tarde un peu à se mettre en place. Et comme vous l'avez constaté, la tournée de Madame la ministre et du ministère, sur l'instruction du président de la transition, on a fait presque 14 provinces. Nous sommes allés vers ces femmes. On a écouté ces femmes. Quels sont leurs besoins et ainsi de suite. Nous avons compris. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes? Les femmes veulent être autonomes, indépendamment, faire leur business, aller au marché, conserver leurs produits, stocker, les revendre, amener leurs enfants à l'école. C'est-à-dire, et même, beaucoup de femmes sont des chefs de ménage. Donc on a compris, l'objectif c'est de renforcer leur pouvoir économique. Monsieur Chérif, j'ai envie de rebondir sur un point. Vous avez dit que vous vous retrouvez au sein du ministère avec plus de 1000 associations, d'accord? Oui. Vous avez un problème financier. Vous avez rencontré des femmes qui ont énormément de problèmes. Vous les avez vues, vous les avez rencontrées, elles vous ont expliqué leurs problèmes. Mais si vous n'avez pas les moyens de les accompagner, qu'est-ce qu'elles pourront faire, ces femmes? Concrètement, vous allez leur proposer quoi à la fin? Justement, c'est pour cela, avec le programme national d'autonomisation, comme je viens de vous le souligner, nous avons commencé avec 4 provinces pilotes pour démarrer. Et de l'autre côté, nous avons mis en place l'union de la plateforme de coordination au niveau provincial, c'est-à-dire tous les départements, les sous-préfectures, les cantons, tout le monde est dedans. Et maintenant, avec ces programmes, nous sommes en train de faire des plaidoyers auprès de plus hautes autorités, auprès de partenaires, pour mobiliser ces ressources, pour que ces femmes puissent être sur place et accompagner et répondre aux besoins de la communauté. Et si vous avez remarqué aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de jeunes viennent en N'Djamena, c'est l'exode rural. Qu'est-ce qui les amène? C'est la pauvreté à la base. Et aujourd'hui, la femme rurale représente plus que les autres femmes. Donc nous sommes en train de réfléchir et comme je viens de vous le dire, c'est un problème de moyens et de ressources. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à tout le monde. Et n'oubliez pas aussi que le gouvernement aussi met les moyens, mais nous sollicitons plus
pour que ces femmes rentrent dans leurs droits. Parce qu'il y a une question de démographie. C'est ça la question, en fait. Et je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention qu'aujourd'hui, au Tchad, 80% du secteur informel, c'est les femmes qui détiennent. Et c'est ce secteur informel qui alimente l'économie nationale. Donc vous voyez, c'est des milliards qui partent, mais par contre, ils ne bénéficient pas. Donc voilà un peu mon intervention. Je voudrais juste aussi dire par rapport aux résolutions, recommandations du dialogue, beaucoup de textes aussi au niveau du ministère, nous avons pris par exemple le projet de code de protection de l'enfant qui n'existait pas, qui a été élaboré, actuellement qui est soumis au gouvernement. Nous avons la politique nationale aussi de la protection de l'enfant, parce qu'il y a beaucoup d'enfants non accompagnés, séparés, muhadjirines, orphelins. Il y a ces problèmes aussi qui est de ces côtés. Donc on a pris ces textes aussi et nous avons redynamisé le CNRF des années 60 qui est à Koundoul, qui accueille les enfants de la rue, dans la rue. Donc ça aussi c'est des avancées. Et je voudrais aussi vous dire qu'au niveau de la promotion de personnes vivant avec handicap, comme je l'ai souligné, parce qu'au Tchad, ces personnes aussi souffrent. Nous avons mis en place l'Agence nationale de protection et promotion des personnes vivant avec handicap aussi. C'est quelque chose qui est dédié à eux, qui aura ses propres moyens et qui va accompagner ces personnes vivant avec handicap. C'était juste des compléments par rapport aux recommandations et résolutions du dialogue. Nous sommes vraiment avancés, donc je voudrais donner en détail pour que les gens puissent un peu comprendre. D'accord, tout à fait. Le EGA a mis le doigt sur un problème qui est très important, la scolarisation, l'éducation des filles et des femmes. Effectivement, le plus gros handicap des femmes et des filles aujourd'hui, c'est la non-scolarisation. Et l'informel, comme il vient de le dire, qui fait tourner 80% de l'économie, qui tourne à 80% et qui contribue énormément à l'économie nationale, la plus grosse partie est effectuée par des femmes. Et généralement, c'est des femmes qui n'ont pas été à l'école. Elles ont de bonnes idées, ces femmes, quand vous les rencontrez. Des fois, elles vous parlent des règles, des gestions que vous-même, vous n'avez pas appris à l'école. Donc, ces femmes ont besoin, effectivement, d'être accompagnées, une formation vraiment pour les mettre à niveau, pour qu'elles puissent mieux faire dans de bonnes conditions ce qu'elles savent déjà très bien le faire. Et le problème des filles, les filles vont à l'école, mais comment faire pour que les filles restent à l'école et qu'elles puissent évoluer? Aujourd'hui, nous n'avons pas un système pour retenir les filles à l'école. Je m'explique. Ce n'est pas dans tous nos villages qu'on trouve un cycle complet d'école primaire. Quand les filles arrivent à dépasser l'école primaire, il faut aller au collège. Le collège ne se trouve pas au village. Et la scolarité de la fille s'arrête là. C'est difficile que les parents acceptent que la fille aille dans un centre plus grand, à la sous-préfecture ou dans un autre endroit, pour que les filles étudient. Donc, la scolarité des filles s'arrête au niveau primaire. Donc, souvent, les filles, quand elles viennent au CM1 ou au CM2, elles ont déjà 11, 12, 13, 14 ans et c'est des bonnes candidates pour le mariage. D'où la difficulté d'appliquer la loi qui interdit le mariage avant 18 ans. Donc, les parents disent, mais elle ne va pas à l'école, elle ne fait rien, donc il faut qu'elle se marie. Et il faut marier la petite avec toutes les conséquences qu'on connaît, je ne rentre pas dans les détails. Maintenant, quand la fille arrive à survivre, je dis bien survivre jusqu'au collège, le lycée se trouve encore dans un endroit plus loin. Et la scolarité s'arrête là. Donc, de fil en aiguille, il y a toujours des goulots d'étranglement, il y a toujours des obstacles qui empêchent la fille de continuer. Pour celles qui n'ont pas pu être scolarisées, qui sont devenues des femmes, mères, grand-mères, on essaie de voir comment on peut les aider pour mieux faire ce qu'elles ont à faire. Mais sauvons le reste. Nos petites filles aujourd'hui, nos petites sœurs, qui n'arrivent pas à avancer. Donc le gouvernement doit élaborer des politiques pour voir à quel niveau, le système d'internat, il y a toujours un système, il y a toujours des choses pour rassurer les parents. Ce n'est pas évident de prendre sa fille de 13 ans et de dire va étudier quelque Exactement. part. Et les parents ne peuvent pas contenir tout le monde. On ne peut pas contenir tout le monde chez nous. On est limité. Bien sûr. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Tchadiens font beaucoup de choses. Chacun a des enfants chez lui, des neveux, des nièces, des cousins, cousines qu'on accompagne, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, l'État n'a qu'à penser à définir des stratégies, des politiques et des mises en œuvre d'un système qui va permettre aux filles de continuer. Ça, c'est un. Deuxième chose, surtout par rapport à l'application des lois.
La résolution 1325, sur la paix et la sécurité, l'implication des femmes dans la résolution du conflit. C'est vraiment désolant que y a toujours une bonne majorité des femmes, des hommes au Tchad qui pensent que les conflits, c'est une affaire d'hommes. Le EGA vient de le dire. Ouais. Et les deux autres ont le dit. Quand il y a un conflit, c'est les femmes qui sont victimes. Ouais. Aujourd'hui, la violence a été utilisée par les antagonistes comme une arme. Donc, quand on touche ta femme, quand on touche ta fille, quand on touche ta mère, on a touché ton cœur. Donc, aujourd'hui, les femmes, elles sont victimes. Quand tu es veuve, tu es victime. Même quand tu n'as pas été directement violentée, indirectement, tu es veuve. Tu as perdu ton mari, ou tu as perdu ton fils, tu as perdu ton frère, tu as perdu ton neveu, tu es violentée. En Suisse, des violences vraiment sexuelles que les femmes vivent en zone de conflit. Donc ça, c'est très très important. Il faut que les hommes aussi soient sensibilisés. Il faut que les femmes soient protégées pendant les conflits. Et il faut que les femmes soient impliquées pendant la résolution des conflits. Parce qu'elles sont les mieux placées, elles vivent dans leur chair intérieure les conséquences néfastes de ce conflit. Donc il ne faut pas qu'ils s'arrêtent à dire que oui, le conflit c'est des hommes et quand on se retrouve c'est entre nos hommes. Quand au niveau des Nations Unies, ils ont décidé que dans la résolution 1325 que les femmes doivent impliquer, c'est en connaissance de cause, parce que ces hommes-là ont compris que les femmes sont les principales victimes et elles savent, quand vous êtes malade, vous partez chez le médecin conseil, il ne peut pas savoir ce que vous avez. Ah c'est en fonction de votre plainte qu'il pose le diagnostic et qu'il vous donne le traitement. Donc nous, les femmes, nous, on sait ce qu'on est en train de vivre et on a une idée parce qu'on connaît les causes de notre mal-être. Donc on peut dire vraiment régler le problème de cette façon. On peut aider les hommes à régler le conflit et à atténuer l'existence des conflits, la création des conflits. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. D'accord. En parlant de la 1325, de la résolution 1325, nous ne sommes pas restés sous silence pendant l'organisation du dialogue national inclusif et souverain. Les femmes ont réagi quand le gouvernement a mis en place un comité qui doit aller à Doha pour discuter des problèmes de politico-militaire. Dans le premier comité spécial, il y a eu 2 femmes sur une vingtaine de membres. C'était la présidente du CONAF avec Fatima Tchombi. Et le comité a bien fait son travail. Mais à la deuxième phase, il y a eu un autre comité. Dans le deuxième comité, il y a eu une seule femme. Qui n'a même pas pu à la personne de notre conseillère nationale, Seka Isabelle. Donc elle est seule, elle est en chambre quand les gens discutent. On ne l'informe pas, elle n'a aucun programme. Ils l'ont utilisé pour prier. Donc, nous avons déploré cela. Et vous savez pourquoi le comité a mis 4, 5, 6 mois avant de trouver la solution? C'est parce qu'ils sont des hommes. Et uniquement des hommes en face des hommes. Si c'était des femmes, on allait faire 1 mois ou 2 mois seulement. Mais eux, ils ont fait 6 mois dans les hôtels pour revenir. Donc c'est pour dire que nous allons encore réclamer l'implication et l'application de la résolution 1325. Je voudrais rebondir sur l'existence des points focaux au niveau des différents ministères. Un point focal est un cadre qui dépend du ministre. Est-ce qu'il peut réagir quand un ministre prend un arrêté ou une note de service ou il initie un décret et qu'il met de cadre sur le décret? Est-ce que le simple point focal peut réagir? Ça, c'est ma première question. Il est sous ses ministres. Deuxièmement, est-ce que ce point focal est outillé? Est-ce qu'il a les données? Est-ce qu'il a une base de données du département? Est-ce qu'il détient le nombre, ces points focaux-là, que ce soit une femme ou un homme? Est-ce qu'elle détient le nombre de femmes au niveau de son ministère pour qu'il puisse réagir? Donc, ce sont mes 2 questions-là. Je voulais dire, pour que les EG prennent en compte également, le mécanisme qui a été mis en place par le ministère du genre, c'était dans ce sens, qu'il faut qu'il y ait un suivi des recommandations et résolutions du dialogue. D'accord. Bon, quand il dit que 60% sont déjà atteints... 65% il dit, c'est ça? Voilà. 65%. Moi, je ne doute pas, mais je trouve quand même qu'il y a une bonne partie des choses qui ne sont pas encore... particulièrement par rapport au mécanisme. Il faut absolument que ces mécanismes-là, comme c'est mis en place par le ministère du genre, qu'on le mette vraiment en œuvre pour que les choses qui se passent pendant la transition
et après la transition, les femmes soient impliquées dans ça. Si elles sont impliquées, peut-être que par rapport à certaines situations où on n'implique pas la femme, ce mécanisme-là pourrait rattraper certaines choses. Mais je crois que après le dialogue, il y a eu un petit relâchement. Il faudrait vraiment que les mécanismes se mettent en place parce que c'était prévu même qu'il y ait des antennes au niveau des provinces pour que c'est les femmes qui sont en province qu'elles vérifient ce qui se passe. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait mieux vraiment impliquer la femme dans ces programmes. Par rapport au point Foucault, effectivement, un focal assis dans un ministère, il n'a aucun pouvoir sur le ministre ou le secrétaire général du ministère pour imposer l'application de cette loi d'au moins 30%. Moi, je pense qu'il vaut mieux que ce soit au niveau du gouvernement. Par exemple, je disais tout à l'heure qu'au niveau des associations comme le CONAV, le CELIAF, par exemple même au niveau des élus, femmes, les élus locaux, il y a des banques de données. Au niveau du ministère de la fonction publique, il y a banque de données. Donc, que le gouvernement compile cette banque de données-là en collaboration avec ces corporations, de sortir une liste de femmes, des profils de femmes, et que le chef du gouvernement ou au niveau de la présidence de la République, qu'on envoie cette lettre-là, cette liste à tous les départements ministériels, au ministre directement, au président des grandes institutions, à toutes les institutions de l'État, pour dire voilà la banque de données des femmes. Si vous en avez besoin, vous pouvez vous en servir. Dès qu'ils ont cette banque de données qui est détenue au niveau de la présidence, au niveau de la primature, au niveau de toutes les institutions de l'État, je pense que les gens vont commencer un peu à marcher dans ce sens-là. C'est juste une proposition, une idée qui me vient comme ça dans la tête. C'était une recommandation des organisations féministes. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été repris dans le cahier des charges du délit. Ça n'a pas été repris. Mais c'était une exigence des organisations féministes. Ils peuvent toujours le faire. On peut toujours faire les bonnes choses, même si ce n'est pas contenu dans un... Je voudrais vous rassurer que nous avons pris en compte au niveau du ministère. C'est que ça ne va pas être un débat, mais ça va être un suivi ensemble avec vous. Au niveau du ministère, nous avons rédigé avec la direction de la statistique intégrale qui doit faire le profil des femmes dans toutes les institutions, que ce soit privé, public. Donc ce travail est en cours de route, qui va être rapidement. Et par rapport au mécanisme de participation des femmes au dialogue, comme elle l'a dit, le suivi, on l'a fait. Et comme Madame la conseillère a dit, au niveau du ministère, le suivi de ces recommandations, on les fait avec le EGG. Et donc on rend compte. Donc que ce soit le CELIAF, que ce soit CONAV, toutes ces organisations, ils sont avec nous, on fait le suivi ensemble. Et en toute sincérité, je viens de vous dire que ce soit au niveau du ministère du genre, on gère beaucoup de choses. Il y a les femmes, il y a les enfants, les handicapés, tout ça. Donc tout ce qui a été demandé lors du dialogue comme recommandation et résolution, je viens de vous le dire qu'en matière de protection de l'enfance, on n'avait pas une loi ou bien un code qui protégeait les enfants au Tchad. Donc il y a déjà le projet de code de protection de l'enfant qui est sur la table. Nous avons de ce côté l'adoption de la résolution 1325 avec son plan d'action national, d'où aujourd'hui toutes les organisations féminines commencent à sensibiliser les femmes. Donc après 22 ans, le Tchad vient d'avoir son plan d'action par rapport à la participation des femmes au dialogue. Maintenant, je voudrais revenir par rapport aux points focaux. Les points focaux, le ministère du genre et de la solidarité nationale qui les a nommés auprès du ministère, nous avons initié des courriers dont la ministre a signé pour chaque ministre, demandant à ce qu'il désigne une femme comme point focal auprès de notre ministère. Pour que nous, au niveau du ministère, on puisse lui donner tout ce qui est document juridique, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est politique, pour qu'à son niveau, arriver, le point focal va mobiliser les femmes pour les former, les sensibiliser. Et nous sommes avancés un peu avec le ministère des Finances. Si vous avez remarqué, souvent on organise des ateliers. Donc c'est pour permettre à ces femmes, au sein de leur département, de réclamer de leurs droits, de s'organiser, discuter et dialoguer en permanence avec ces ministres, avec ces SG. Et nous aussi on dit souvent aux SG, il faut respecter le quota de ces femmes. Donc à ce niveau, je ne pense pas qu'il y a un problème, sauf c'est une question de volonté politique, comme elle l'a souligné. Donc il faut qu'il y ait une volonté politique forte pour appuyer ces gens, parce qu'on a la loi, il y a un décret d'application qui est là,
Maintenant, ce qui reste, c'est l'application. Donc ça, c'est une volonté politique, ça ne dépend pas du ministère. C'est vrai, le ministère, tout le temps, elle fait le plaidoyer. Maintenant, je voudrais revenir par rapport à la résolution 1325 dont le Tchad a ratifié. La résolution 1325 du système des Nations Unies a été élaborée par le ministère en partenariat avec les organisations fêtières des femmes. Et après cela, il y a eu l'adoption politique au niveau de la primature par le premier chef du gouvernement, qui a été défendu par Madame la ministre. Donc aujourd'hui, ces documents sont à la disposition de toutes les femmes. Donc nous sommes en train de réfléchir de la mise en place. Nous mobilisons des ressources parce que, comme je vous ai dit, ça nécessite des ressources pour aller installer. Parce qu'aujourd'hui, le Tchad, nous avons que tous les pays limitrophes du Tchad sont en conflit. Donc si cet instrument n'est pas partagé avec les femmes, tout le monde l'a su bel et bien le dire, parce que quand il y a un conflit, c'est la femme qui est victime, c'est les enfants qui sont perdus, vous voyez, c'est le mari qui meurt, donc il y a tous ces problèmes. Donc par rapport à la résolution 1325, le plan national est disponible à la disposition de toutes les femmes, et nous avons vu récemment CELIAF avec l'Union européenne qui ont commencé à vulgariser et sensibiliser. Donc, et je voudrais aussi rassurer les fêtières que le ministère est toujours disponible comme d'habitude pour qu'on puisse avancer ensemble. Et tout ce que vous venez de soulever, soit c'est une question de volonté politique, soit c'est une question de ressources, que ce soit financières et matérielles. Donc on connaît là où se trouve le goulot d'étranglement. Donc essayons de voir ensemble autour de la table, que ce soit les organisations féminines, le ministère, le gouvernement, pour qu'on puisse trouver des ressources. Et je reviens toujours à ce que je le dis, parce que les femmes actuellement, ils veulent tout simplement de l'accompagnement direct, être prêts. C'est-à-dire si c'est des matériels, il faut donner. Si c'est des ressources financières, il faut donner. Ils ne veulent plus écouter des discours. En fait, je ne sais pas si... C'est beaucoup plus le renforcement des capacités et surtout des pouvoirs. Non, quand je dis renforcement des capacités, quand tu renforces les capacités, il faut accompagner. Parce que s'il n'y a pas les mesures d'accompagnement, et je viens de vous dire que le secteur informel, le manque de connaissances éducatives, et tout ça, ça rentre dedans. Et en parlant de mariage des enfants, souvent il y a des problèmes de santé et maintenant on commence à sensibiliser les chefs traditionnels. Et vous avez vu par rapport aux violences faites aux femmes, comme on a vu que les statistiques, chaque jour ça commence à augmenter. Et le ministère avec l'UNFP ont organisé un forum sur le VBG, d'où les chefs de l'État a pris part, d'où l'appellation par certaines personnes de la société qui sont mal placées, Marasaki ne doit pas prendre de l'ampleur. Donc ta maman aussi, elle fait partie. Donc c'est juste pour vous dire que le gouvernement, la politique, nous sommes disposés à accompagner les femmes et j'espère que dans bientôt, ensemble, on peut faire de grandes choses. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour ce débat qui parle de la participation de la femme dans le développement du Tchad. Merci à toutes ces invités et puis à notre invité aussi, le seul homme qui a bien voulu nous accompagner ce matin et qui défend très bien déjà les femmes. Et donc, il est vraiment engagé. Beaucoup de préoccupations, je vais dire, mais... Ah, elles sont pas gentilles les femmes. Elles disent que vous n'avez pas le choix. Comme ma mère aussi, c'est une femme, donc... Vous n'avez pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Donc La maman, vous êtes là. tout le monde connaît la maman, donc c'est la femme... Vous êtes obligé de nous défendre. Moi, je suis vraiment très étonnée et vraiment très contente d'écouter vraiment ces femmes qui parlent avec des exemples à l'appui et qui veulent vraiment un changement. Elles ont commencé depuis, elles continuent de le faire. Je vous souhaite simplement un très bon courage, ne lâchez pas, continuez. Surtout que vous avez des hommes qui vous accompagnent, donc voilà, on va aller jusqu'au bout. Merci à vous aussi. Merci, c'est très gentil. Donc je rappelle que j'étais sur ce plateau avec Madame Mariam Dime Ibet, qui est la présidente du réseau des femmes élue locale d'Afrique, section du Tchad. Et aussi à sa gauche, à sa droite plutôt, donc nous avons la chargée de communication adjointe du réseau des femmes africaines ministres parlementaires du Tchad. Et nous avons aussi à ma gauche ici Madame Mariam Ali Moussa, qui est la vice-présidente du CONAF, elle est aussi enseignante-chercheur à l'université de N'Djamena. Et le gentil monsieur qui a voulu être avec nous du début jusqu'à la fin, c'est monsieur Chérif Alati, également
Merci beaucoup à vous. Vous êtes là, le secrétaire général du ministère du Genre et de la Solidarité nationale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a voulu être avec nous et qui nous a bien suivis d'ailleurs et qui a su bien aussi écouter les femmes. Au revoir, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Intima marabas, intima marasaki.